The Kennedy Center will soon close for 2 years. President Trump says it's for construction, revitalization, and complete rebuilding starting on July 4th. Recently, several performers scheduled to appear at the Performing Arts Institution pulled out following Mr. Trump's takeover. CBS News White House reporter Olivia Rinaldi is joining us now. So, Olivia, this is just the latest controversy surrounding the Kennedy Center and President Trump. Explain the rationale behind the decision. Depuis son inauguration en 1971, le Centre Kennedy fonctionnait selon un consensus institutionnel continu. La récente décision de suspendre complètement ses activités a brusquement bouleversé cette situation, avec des implications qui se font encore sentir aujourd'hui pour le système culturel fédéral. Le 28 janvier 2026, une notification émise par la Direction du patrimoine culturel de l'Union a été transmise au Sénat avec effet immédiat. Les activités du Centre Kennedy seraient suspendues pour une durée indéterminée. La justification, présentée comme une restructuration complète de la gestion et de la mission institutionnelle, n'avait pas été discutée au préalable avec le Congrès, bien que le centre fonctionne sous la protection légale d'un mémorial national et reçoive des fonds fédéraux annuels. L'annonce n'a pas été faite lors d'une audience publique, dans un rapport technique ou après consultation des conseils culturels. Elle a été transmise directement par Donald Trump depuis sa résidence de Mar-a-Lago, dans le cadre d'une déclaration informelle. Dans celle-ci, Trump a fait référence à plusieurs reprises à l'espace comme étant le Trump Kennedy Center, nom qui n'a jamais été ratifié par aucune instance législative ou administrative. Le changement de nom avait été décidé unilatéralement à la fin de l'année précédente, déclenchant une série de protestations publiques, de motions de condamnation et de lettres ouvertes d'artistes et d'institutions. Aujourd'hui, la suspension totale des activités venait consolider un processus qui se déroulait de manière progressive, mais opaque. Depuis la nomination du nouveau président du conseil d'administration, le licenciement massif des directeurs et la reconfiguration du personnel technique et artistique. La suspension du centre n'était pas en soi le seul facteur considéré comme atypique. La manière dont elle a été menée, sans avis d'un organisme de contrôle ni autorisation législative pour modifier la mission institutionnelle, a été considérée par des parlementaires de divers horizons comme un signe d'affaiblissement de la gouvernance partagée sur les patrimoines culturels fédéraux. Le jour même de l'annonce, les artistes et les compagnies qui entretenaient des liens avec l'espace ont commencé à annuler les représentations prévues pour les mois suivants. Des personnalités telles que René Fleming, Philip Glass et des membres de l'Orchestre national ont publié des communiqués dans lesquels ils affirmaient ne pas reconnaître la nouvelle structure de commandement et soulignaient l'incohérence entre les principes du centre et la direction prise par sa nouvelle administration. La lettre de démission de Ben Folds, conseiller artistique de l'orchestre depuis 2018, a circulé dans les médias et a été lu en séance plénière par un sénateur de Virginie. Dans cette lettre, Folds décrivait cette décision comme faisant partie d'un processus d'instrumentalisation politico-partisane qui compromet la liberté d'expression dans l'espace public. La réponse institutionnelle a commencé à s'articuler sur plusieurs fronts. La Commission des libertés culturelles de la Chambre a programmé une audience publique. Le Bureau de contrôle gouvernemental a ouvert une enquête sur la légalité de la suspension et des conseils indépendants ont commencé à proposer des mécanismes de protection pour les institutions culturelles fédérales face à des interventions non délibérées. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La convergence des démissions, des annulations et des initiatives législatives a créé une zone de tension entre l'autonomie administrative de l'exécutif et les dispositifs juridiques qui régissent le patrimoine de la Fédération. Le Centre Kennedy avait été conçu comme un espace de représentation plurielle et d'articulation entre l'art, l'éducation et la mémoire publique.
Sa reconfiguration abrupte, sans consultation publique ni délibération interinstitutionnelle, a non seulement modifié le calendrier culturel d'une vingtaine de compagnies, mais a également semé le doute sur la stabilité normative d'institutions similaires. À la fin de la première semaine de paralysie, plus de 30 entités avaient déjà suspendu leur collaboration avec le centre, notamment des orchestres militaires, des compagnies de danse, des écoles de formation artistique et des agences d'échange culturel. L'impact s'est étendu aux circuits régionaux, avec des réactions d'institutions qui dépendaient de partenariats techniques avec le centre pour rendre leur saison viable. Malgré cela, la nouvelle administration n'a pas reculé. Elle a réitéré que la paralysie pourrait durer 2 ans ou plus et que la mission du centre serait révisée en accord avec les valeurs du nouveau cycle national. C'est dans ce contexte que les développements institutionnels ont commencé à se superposer à différents niveaux du système fédéral. Le Bureau de contrôle gouvernemental, rattaché au Congrès, a commencé à collecter des documents relatifs aux modifications contractuelles et budgétaires effectuées depuis la nomination du nouveau président du conseil d'administration. Parmi les points examinés figuraient les transferts de fonds effectués par voie d'ordonnance exécutive, les nominations effectuées sans avis technique et la violation éventuelle du titre mémorial du centre, protégé par une législation spécifique depuis 1978. Au sein de la Commission des affaires culturelles du Sénat, une session extraordinaire a été demandée afin d'entendre d'anciens directeurs licenciés et des représentants d'institutions qui affirment avoir subi des pressions pour adapter le contenu de leur spectacle à une nouvelle orientation politique. À partir de là, la situation a cessé d'être un simple conflit d'agendas artistiques pour devenir une question d'interprétation des normes constitutionnelles relatives aux limites de l'ingérence de l'exécutif dans les institutions culturelles publiques à vocation nationale. Parmi les entités qui se sont exprimées publiquement figurait la Smithsonian Institution, l'Académie américaine des arts et des lettres et le National Endowment for the Arts. Dans des communiqués séparés, ces organisations ont souligné que la suspension des activités du centre et le changement unilatéral de sa mission représentaient un risque de rupture avec les principes de pluralisme et de représentation qui régissent le système culturel fédératif. Au-delà de la fermeture des spectacles, il s'agissait d'une tentative de réorienter, sans médiation publique, la fonction de l'un des rares espaces qui allie mémoire nationale et production artistique contemporaine. Des documents internes obtenus par des journalistes ont indiqué que, depuis décembre, les représentations sur des thèmes liés à la diversité, à la critique politique et à l'histoire des droits civiques étaient progressivement remplacées par des programmes neutres ou par des initiatives directement liées à des groupes de soutien au président. Ces données ont été recoupées avec les registres des contrats d'urgence signés au cours des dernières semaines et avec le licenciement d'au moins 12 coordinateurs qui faisaient partie de l'équipe artistique d'origine. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cette affaire a dépassé les limites du débat sur le financement culturel. Pour une partie des parlementaires, le centre est devenu un point d'inflexion sur le degré de résilience des institutions face à des décisions exécutives non concertées. Lors d'une audience préliminaire à la Chambre, des experts en droit public ont fait valoir que l'article de loi qui protège l'identité du centre en tant que mémorial ne permet pas de modification unilatérale. Le département fédéral de l'architecture a quant à lui publié une note technique indiquant que toute modification de la façade, du nom ou de la fonction des bâtiments classés comme patrimoine fédéral doit faire l'objet d'une analyse conjointe avec le National Park Service et le Congrès. Malgré cela, des panneaux portant la nouvelle nomenclature ont été installés. La communication institutionnelle a été modifiée et le site officiel décrit désormais l'espace comme un projet de reconstruction de l'identité nationale. Ces changements n'ont fait l'objet d'aucun vote dans aucune instance délibérative,
et n'ont pas non plus été soumis à une consultation publique. Parallèlement, les institutions internationales qui coopéraient avec le centre ont commencé à suspendre leur partenariat. Les opéras nationaux de France, d'Allemagne et du Japon ont annoncé le retrait de leur programme de la saison suivante et les universités qui promouvaient les échanges culturels ont annulé les bourses et les événements qui devaient se dérouler dans cet espace. Alors que le centre restait fermé, la Fondation nationale des arts a indiqué qu'une partie des ressources précédemment allouées au Kennedy Center serait réaffectée à des projets de circulation dans les États qui disposent de conseils artistiques actifs et autonomes. Ce geste a été interprété comme une tentative de garantir la continuité de l'accès à la production artistique dans des contextes moins exposés à l'ingérence institutionnelle directe. Néanmoins, les organisations culturelles ont averti que le fait de concentrer l'attention sur d'autres États ne comble pas le vide créé par la suspension du centre. L'impact sur les politiques publiques en matière de culture est devenu encore plus évident lorsque le ministère de l'Éducation a temporairement suspendu les programmes scolaires liés au Kennedy Center, interrompant ainsi les activités artistiques complémentaires dans plus de 300 écoles publiques du pays. L'absence de plan de remplacement pour ces activités a fait l'objet d'un débat au sein de la Commission de l'éducation de la Chambre des représentants, qui a approuvé la convocation d'audience avec les responsables fédéraux impliqués dans les décisions. En outre, des initiatives ont été lancées par des juristes qui ont commencé à organiser, dans les universités, les centres de recherche et les organisations civiles, des fronts de défense juridique du patrimoine culturel contre les décisions unilatérales à caractère politique. À la fin de la deuxième semaine après l'annonce, la structure juridique autour du centre faisait l'objet d'un conflit ouvert. Aucun nouveau plan n'a été officiellement présenté et les activités restaient suspendues. En l'absence de clarté sur les prochaines étapes, l'affaire s'est imposée comme un tournant dans la relation entre culture, mémoire et gouvernance publique. Et s'il y a bien une chose que cette chaîne se propose de faire, c'est de continuer à suivre ces transformations en profondeur, en cherchant à comprendre comment des décisions ponctuelles peuvent reconfigurer des structures entières. Il existe toujours des divergences d'opinion quant à la nature concrète du litige à l'origine de la suspension des activités du Centre Kennedy. Pour une partie des spécialistes en droit public et en analyse institutionnelle, cet épisode témoigne d'une aggravation des tensions entre la vocation publique de ces équipements culturels et la possibilité de leur appropriation à des fins politiques. Selon cette interprétation, le centre ne serait plus perçu uniquement comme un espace dédié à la production artistique nationale, mais aurait désormais un rôle symbolique plus sensible, dans lequel s'affronte la gestion de la mémoire collective et ses significations. Le remplacement accéléré des équipes techniques par des personnes sans expérience confirmée dans le domaine culturel, la reformulation des paramètres curatoriaux et les changements unilatéraux de dénomination sont interprétés par ces observateurs comme les signes d'un mouvement plus large d'orientation discursive. En revanche, les analystes des politiques publiques et de la gouvernance culturelle soulignent que cette affaire met en évidence les faiblesses des cadres réglementaires qui permettent des interventions administratives dans des espaces à caractère mémorial sans exiger de consultation publique approfondie ou d'autorisation législative expresse. Bien qu'il existe des normes visant à protéger le patrimoine culturel, toutes n'offrent pas des garanties suffisantes face à des décisions exécutives justifiées par une réorganisation institutionnelle. D'autres chercheurs, cependant, soutiennent que cet épisode doit être compris dans le cadre d'une dynamique récurrente de conflits autour du rôle des arts dans la sphère publique. Selon cette approche, le centre se serait historiquement consolidé comme un symbole de reconnaissance institutionnelle associé à des valeurs de diversité et de pluralité qui ne convergent pas avec la rhétorique actuellement adoptée par la présidence. L'interruption des activités,
la redéfinition de sa mission institutionnelle et l'affaiblissement des partenariats traditionnels avec différentes organisations culturelles s'inscriraient dans le cadre d'un effort visant à redéfinir les critères de légitimation de ce qui peut occuper l'espace public. Il n'y a pas encore de consensus sur le fondement juridique de ce processus, mais il existe des traces d'initiatives présentées par des entités de la société civile et des parlementaires demandant la suspension des effets de la restructuration jusqu'à ce que sa constitutionnalité soit examinée. Au niveau international, les institutions dédiées à la coopération culturelle suivent l'affaire avec attention, notamment en raison des implications possibles pour les futures articulations bilatérales impliquant des équipements culturels liés à l'État. La perception d'une instabilité institutionnelle a motivé la révision d'accords précédemment établis, élargissant la portée de l'épisode au-delà du contexte interne. La discussion s'étend également aux conséquences à long terme. Pour les secteurs liés à la formation artistique, l'absence du centre en tant qu'espace de résidence, de circulation et d'échange compromet la continuité des programmes éducatifs et restreint la diversité des voix présentes sur les scènes nationales. Dans une perspective à moyen terme, les experts soulignent que l'affaiblissement du caractère fédératif de ces équipements culturels peut intensifier les inégalités dans l'accès à la production artistique, en particulier dans les régions qui ne disposent pas d'alternatives équivalentes. Pour les spécialistes de la relation entre politique et culture, la paralysie du centre établit un précédent institutionnel important. La possibilité que, sous prétexte de modernisation ou d'alignement stratégique, des structures publiques soient désactivées ou réorientées sans dialogue approfondi avec les secteurs directement concernés. L'absence de mécanismes de sauvegarde plus solides dans cette lecture ouvre la voie à la conversion des équipements culturels en instruments de signalisation idéologique, s'éloignant de leur fonction initiale de représentation plurielle de la société. Selon les informations disponibles à ce jour, le centre reste fermé, sans annonce de nouvelles programmations et sans communication formelle d'explication sur les décisions prises. La commission spéciale de la Chambre, chargée de suivre l'affaire, n'a pas encore reçu les données demandées concernant les contrats signés pendant la période de transition, ni les informations sur les ressources utilisées pour la reconfiguration visuelle et institutionnelle de l'espace. L'incertitude quant à l'avenir du centre renforce le sentiment que l'affaire reste en suspens et que ses développements dépendront des prochaines décisions institutionnelles, judiciaires et législatives. Dans ce contexte, le centre Kennedy reste physiquement préservé. Il est essentiel de suivre en permanence ces développements pour comprendre comment s'opère, dans la pratique, la reconfiguration de l'équilibre entre mémoire, art et pouvoir dans les institutions publiques des États-Unis. Nous maintenons ainsi notre engagement à analyser en permanence et à fournir le contexte nécessaire pour interpréter les signes du présent.